c'est très pertinent de sa part et ça donne matière à réflexion pour ceux qui sont épris de raison. Dans ce cas-là, je me situe en tout cas. Et moi, je tiens quand même à dire que M. Kémy Séba était présent lors de ce week-end d'intégration, mais on a décidé de ne pas forcément le mettre à l'image parce qu'on devait l'avoir en face de nous. Et justement, on vous voit souvent accompagner beaucoup d'étudiants, beaucoup d'écoles où ces étrangers organisent des activités comme ça, communautaires et tout. Et ils vous voient apparemment comme une sorte de guide, mais peut-être dont les conseils les aident aussi à s'intégrer dans ce pays étranger qui est le Sénégal. Donc moi, j'aimerais savoir, vous, parce que moi je vous cite, vous pensez que, est-ce que finalement il y a lieu de s'intégrer à partir du moment où on vient d'un même peuple? Donc moi j'aimerais savoir, est-ce que cette intégration-là dont on parle, vous n'y croyez pas, ou bien vous avez une conception à vous de l'intégration? J'ai une conception qui s'inscrit, je pense, dans la droite lignée de ceux qui nous ont précédés, de nos aînés. En l'occurrence les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara, les Patrice Emery Lumumba, les Sharon Diop, les Reine Zinga et autres, parce qu'il n'y a pas que les hommes, mais aussi les femmes qui font partie de ce patrimoine. On fait partie d'un foyer civilisationnel commun. Quand j'entends le terme étranger, ici, même si on se comprend quand on l'emploie, ça me fait sourire intérieurement, dans le sens où le terme étranger, je l'ai beaucoup entendu en Occident, en France, en Angleterre, aux États-Unis, dans les endroits où j'ai pu de nombreuses fois voyager. Et ça avait plus, à mon sens, de réalité quand on parlait de cette étrangeté-là, puisque les cultures et les coutumes étaient différentes. Or, moi qui ai eu l'occasion d'échanger, de discuter depuis maintenant 13 ans que j'ai commencé cet activisme politique et cette prédication quasiment panafricaine, j'ai eu l'occasion de voir que dans toutes ces diverses, entre guillemets, cultures, coutumes, traditions africaines, il y avait un foyer civilisationnel commun, que Sharon Diop peut expliquer clairement dans le livre national de l'agriculture. Il y a eu la théorie et la pratique, je la vois depuis un certain nombre d'années, que ce soit en Occident ou en Afrique. Donc je suis dans cette démarche de voir, non pas l'intégration, mais aller vers plus de compréhension. Je pense que les différentes parties du continent ont besoin de se comprendre pour que le projet initial du panafricanisme qui est les États-Unis d'Afrique puisse, non pas aujourd'hui évidemment, mais sur la durée, voir le jour. Et c'est des petites démarches comme celles que nous avons vues qui peuvent faire la différence. Alors, un projet panafricaniste dont nous allons reparler tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on en vienne à l'autre Kémy Séba, peut-être Kémy Séba, peut-être que je me trompe. Kémy Séba, non pas du tout. En plus, ça signifie étoile noire au passage. Ça se voit que je me suis renseignée. Alors, Kémy Séba, vous me direz si vous êtes devenu quelqu'un d'autre, mais je me mets juste à la place du téléspectateur qui nous regarde aujourd'hui dans le 7 show. Si vous ne connaissez pas, que votre visage ne lui revient pas et qu'il va sur Google et qu'il tape Kémy Séba, c'est un Kémy Séba bagarreur, rebelle, révolutionnaire, avant African Mosaïque. Aujourd'hui, on a juste l'impression, il serait en droit de se demander finalement, ce téléspectateur, en vous voyant aujourd'hui sur le plateau de cette show, si vous n'avez pas fait un virage à 180 degrés, si vous n'avez pas mis de l'eau dans votre vin avec ce discours un peu plus modéré, plus calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a un autre Kémy Séba? Moi, je vous répondrai clairement que le Kémy Séba que je suis et le Kémy Séba que j'étais hier. La différence, c'est que les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Lorsque vous vous adressez à quelqu'un comme Nicolas Sarkozy qui dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, il est évident que vous aurez une tonalité un peu plus bagarreuse que lorsque vous êtes face à des magnifiques sœurs, ou des, je ne vais pas dire amis sans frères, mais des sympathiques frères. Et en ce sens-là, évidemment que la démarche, la réflexion s'oriente et est un peu plus en adéquation avec un type de paix. Lorsque vous êtes en famille, vous êtes plus en paix que lorsque vous êtes dans un lieu où l'hostilité et la négrophobie est bien plus que jamais présente. Donc c'est dans ce cadre-là que je n'ai pas changé. Le projet, on va peut-être un peu plus en parler, mais le projet s'adapte à une réalité. On est dans une optique de construction. Quand je parle et quand je dénonce l'impérialisme, je suis dans une optique d'opposition, de dénonciation. Mais une opposition sans proposition, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Et je pense que l'heure est à la concrétisation d'un travail que j'ai commencé il y a maintenant plus de 13 ans. Et donc c'est une suite logique, il n'y a aucun virage dans ce cadre précis, il y a simplement une avancée sur le terrain d'un projet que j'avais initié depuis un certain moment. Justement, vous avez parlé de ces 13 ans d'activisme aujourd'hui, ces 13 ans d'activisme, d'engagement vraiment en faveur de cette cause que vous avez défendue ardemment. Vous décidez de quitter la France, votre pays d'accueil, pour venir vivre au Sénégal. N'avez-vous pas le sentiment des fois d'avoir perdu la bataille, d'avoir cédé face à une pression? Parce que de l'avis de certains, justement, il faut être dans le système pour pouvoir le changer. Là, vous n'êtes plus là-bas, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir cédé à la pression? On pourrait, dans ce cas, insulter la mémoire de nos aïeux qui
et qui eux se sont battus ici, les communes Nkrumah, les Thomas Sankara qui n'étaient pas à Paris, des personnes comme Ruben Oumiobe qui étaient ici, des gens comme Sharon Tadiop qui se sont battus eux aussi ici. Ma démarche a toujours été une démarche garvéiste. Pour ceux qui la connaissent, Marcus Garvey parlait du Back to Africa. Il a commencé en 1999, le discours officiel était que la place finale des Africains, des Afro-descendants, était de rentrer en Afrique. Mais qu'avant qu'il y ait ce rapatriement, il fallait qu'il y ait un certain nombre de thématiques qui soient sorties. Et je pense, sans l'aide de qui que ce soit, et avec l'aide de la diabolisation peut-être, qui quelque part m'a beaucoup servi, médiatiquement parlant en France, parce que c'est ça qui a fait que les étudiants aussi me connaissent, et que même la société africaine mosaïque qui m'a engagé comme porte-parole, cette diabolisation m'a permis en réalité d'être en contact avec des jeunes révolutionnaires africains. Et c'est dans cette optique que je me situe. Je n'ai absolument pas abandonné une cause, au contraire, je dirais qu'un panafricain loin de l'Afrique, il arrive un moment où c'est un footballeur sans ballon. Voilà, j'ai beaucoup d'amis footballeurs et on peut s'entraîner longtemps, je me suis entraîné 13 ans, mais le match commence aujourd'hui ici. Soit. Et justement, c'est à ce moment-là que vous parlez de panafricanisme, de reconstruction. Donc on en vient à votre projet, donc African Mosaïque, pour lequel vous êtes ici. Donc, moi j'aimerais savoir le choix du Sénégal, est-ce qu'il était déterminant pour que le projet soit mené à bien? Donc comment ça se passe concrètement aujourd'hui? Alors concrètement, il faut savoir que pourquoi on a choisi le Sénégal? Pour une simple raison, il y a différents facteurs, un facteur historique, il y a des figures tutélaires comme Sharon Tadiop que nous respectons, non pas que nous adulons, comme certaines personnes pourraient faire, mais que nous respectons son travail à haute portée scientifique. Il y a le lieu qu'est Gorée aussi. Il y a aussi des facilités d'installation, des facilités de développement qui sont présentes au Sénégal, quel que soit le bilan qu'on puisse tirer par rapport aux autorités, que certains critiqueront ou d'autres pas, là n'est pas la question, mais il y a des facilités sur le terrain de l'infrastructure qui nous ont poussés à nous installer ici. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le projet de la Société africaine mosaïque, qui a dépensé quand même plus de 400 000 € pour le développement ici, il faut le rappeler, s'inscrit dans une démarche de laboratoire. Ce que nous faisons ici au Sénégal, est-ce que nous réussissons? C'est ce que nous répéterons à l'échelle du continent. Nous sommes dans une démarche aujourd'hui de comprendre que le panafricanisme théorique est passé. Les livres, c'était quelque chose de déterminant, il faut les connaître. Si on ne les connaît pas, c'est ce que je dis tout le temps à tous les étudiants auxquels je parle, on ne peut pas avancer. Mais si nous ne pratiquons pas les choses, nous n'irons nulle part. Et donc, nous avons construit des centres commerciaux, donc avec des conditions bioclimatiques, adaptées à l'environnement. Ça y est, c'est déjà fait, c'est du concret. C'est du concret. Vous êtes invité d'ailleurs, si vous me permettez, à venir voir de près ce qui s'est fait. C'est du côté, donc, c'est à côté de Tiafoura, entre Tiafoura et la Soumone, précisément. Pour une Sénégalaise, je ne sais même pas. J'ai un bon là. La Soumone, je connais, mais Tiafoura, alors là, je suis complètement largue. L'intégration est synalagmatique et non pas unilatérale. Mais vraiment, plus que jamais, il y a à ce lieu-là une porte, une pépinière de réenracinement qui est faite pour que les Afro-descendants, les gens de la diaspora, mais aussi surtout les personnes du continent, il y a des Guyanais qui ont investi, des Martiniquais qui ont investi, des Ivoiriens, des Sénégalais. Les premiers qui sont récupérés. Qui ont investi? Expliquez-nous un peu comment ça se passe financièrement, comment le projet a vu le jour. C'est une société de droit sénégalais, d'accord? C'est une société anonyme de droit sénégalais qui marche par le système d'actionnariat. C'est une société panafricaine, idéologiquement parlant, installée sur le terrain de la réunification du continent africain, des populations, des composantes de la population africaine, qui s'est mise en tête et qui a pris comme objectif prioritaire et principal de construire des pépinières de réenracinement pour les Afro-descendants et des pépinières de réconciliation entre les Africains du continent et les Africains de la diaspora. On a pris comme principe que la meilleure façon de réaliser cette réconciliation, c'était de la réaliser dans le travail, dans le concret. Bien souvent, c'est quelque chose, je suis issu de la diaspora, mais je n'ai pas honte de le dire, beaucoup d'entre nous, on vient ici, lorsqu'on vient en Afrique, on vient jouer les chefs alors qu'on n'a aucune raison de le faire. On a plus à apprendre des gens ici que de conseils à donner à la base. Et là, African Mosaïque a décidé de venir en étant dans une démarche d'étudier le terrain, d'être à l'écoute des besoins de la population locale, de proposer du travail par rapport à cette population. Par exemple, dans le village de Tiafoura, très peu de l'économie, disons les choses telles qu'elles sont, était à un certain niveau au point mort. Et on s'est dit qu'avec l'expérience qu'il y avait, avec les fonds qu'il y avait en Occident, et ce sont des fonds qui viennent de partout, et nous continuons à appeler des gens aussi, des Sénégalais qui investissent, des joueurs qui investissent, des personnes qui sont tournées vers cette idée du panafricanisme, qui sont dit que... Vous prenez la main-d'œuvre locale. On prend la main-d'œuvre locale qu'on
qu'on paye à des prix qui sont supérieurs à ce qu'on peut voir ailleurs, parce que nous pensons que si c'est simplement pour avoir de la main-d'œuvre pour main-d'œuvre, il n'y a pas de but idéologique ou philosophique d'unité derrière, ça ne sert à rien. Et donc par conséquent, il faut les rétribuer à la hauteur du travail fourni et les récompenser pour la dignité qui est la leur. Voilà, c'est notre démarche. Fatou, Alexis, avant qu'on ne poursuive. Moi j'ai juste une question par rapport à vos autres activités. Vous animez également une émission radio, Afro-Insolent, c'est ça? Alors quel en est le concept? Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage, sachant que ça passe tous les jeudis soirs? Tous les jeudis soirs, exactement, à 21h heure de Dakar, 22h. Afro-Insolent. Afro-Insolent, c'est la juste traduction de terme. La justice française et le gouvernement français m'a toujours qualifié d'insolent. C'est une sorte de provocation dans la provocation. Disons que j'ai pris pour habitude depuis que je suis petit de prendre des étiquettes négatives, de les transformer en quelque chose d'amélioratif. Donc l'insolence ne me dérange pas, si c'est l'insolence dans la sapience, c'est comme ça que je me considère en tout cas, et Afro c'est ce que je suis. Et donc c'est une émission talk show radio, un tantinet provocateur, c'est ce qui fait le succès de cette émission. On est classé dans les 10 premières émissions sur plus de 52 000 sur la plateforme radio Blog Talk Radio sur Internet, qui est la plus célèbre plateforme radio du net. Et donc ça mélange, ce talk show, l'information, des sujets très sensibles, des sujets parfois tabous dans la société, aussi de l'inspiration. On est là aussi pour faire rire les gens, on est là aussi pour les secouer, pour provoquer l'électrochoc et pour redéfinir le concept de l'étude.